Une petite équipe peut-elle vraiment rester anodine? Cette question, en apparence simple, mérite qu'on s'y attarde longuement. Car derrière l'image d'un groupe limité de soldats, se cache une mécanique bien plus vaste, aux conséquences profondes, souvent invisibles au premier abord. Prenons le temps de réfléchir à ce que signifie l'arrivée de troupes américaines au Nigeria. Officiellement, il ne s'agit que d'une assistance technique, d'un soutien ponctuel, presque symbolique. Mais il importe de se souvenir que dans l'histoire récente du continent, rien n'a jamais été aussi simple. Même une poignée de soldats, quelques dizaines d'experts, peut changer la donne de façon durable. Pour illustrer ce propos, souvenons-nous du déploiement initial de conseillers militaires américains au Vietnam au début des années 60. Ils étaient quelques centaines, puis quelques milliers, jamais présentés comme une force d'occupation. Pourtant, cette assistance limitée s'est rapidement transformée en une guerre à grande échelle, engageant durablement l'avenir du pays. L'histoire, là-bas comme ailleurs, enseigne que les petites équipes ne restent jamais petites très longtemps lorsqu'elles s'inscrivent dans des enjeux géopolitiques majeurs. Le Nigeria, souvent appelé le géant de l'Afrique, pèse lourd dans l'équilibre continental. Avec une population avoisinant les 200 millions d'habitants, un territoire vaste, des ressources naturelles abondantes et une influence politique qui déborde largement ses frontières, chaque décision prise à Abuja a des répercussions sur toute l'Afrique de l'Ouest, le Sahel, et même au-delà, jusqu'aux diasporas africaines disséminées dans le monde. La présence militaire étrangère dans un tel pays n'est jamais anodine. Elle agit comme un catalyseur, accélérant les transformations institutionnelles, économiques et sociales. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder les conséquences du stationnement de troupes étrangères en Côte d'Ivoire dans les années 2000. Ce qui devait être une opération de stabilisation temporaire est devenu un facteur structurant de la politique nationale, influençant les négociations de paix, la répartition du pouvoir et la perception même de la souveraineté ivoirienne. L'enjeu ici n'est pas de diaboliser l'aide extérieure, ni de sombrer dans la paranoïa géopolitique. Il s'agit plutôt de comprendre comment la sécurité nationale se reconfigure, lentement mais sûrement, sous l'effet d'une présence régulière de partenaires étrangers. Ce qui commence comme un appui ponctuel, justifié par des urgences réelles, s'enracine progressivement. Les habitudes changent, les priorités nationales se réordonnent, et, sans s'en apercevoir, on entre dans une ère où remettre en question cette présence devient impensable. Au cœur de ce tournant discret se trouve la notion de souveraineté. C'est la capacité réelle des États africains à tracer seuls leur avenir, à décider de leurs priorités et à affronter, selon leurs propres termes, les défis qui se posent à eux. Cette souveraineté n'est pas une abstraction. Elle se joue dans chaque décision budgétaire, chaque réforme institutionnelle, chaque choix d'alliance. Si ce moment passe inaperçu, une génération entière risque de se réveiller demain avec moins de pouvoir pour choisir ses propres routes, dans l'économie, la politique, et même dans la façon dont l'Afrique se voit et est vue à l'international. Lorsqu'un État confie la gestion de ses priorités sécuritaires à des partenaires extérieurs, il délègue aussi, souvent sans l'avouer, une partie de sa capacité à façonner son destin. Pour saisir l'ampleur de ce basculement silencieux, il faut remonter le fil de l'histoire africaine et examiner comment les précédents ont forgé le présent. Prenons l'exemple du Mali, où l'arrivée de forces françaises dans le cadre de l'opération Serval en 2013 a été saluée comme un sauvetage. Mais au fil des années, cette présence s'est institutionnalisée, entraînant un sentiment d'ambivalence, voire de rejet, dans une partie de la population. Les débats houleux sur le départ de la force Barkhane illustrent bien cette dynamique. Ce qui commence comme une coopération devient une tutelle difficile à remettre en cause, puis un enjeu de souveraineté nationale. De même, la République centrafricaine a vu défiler des contingents de l'ONU, de la France, de la Russie. À chaque étape, la question de l'autonomie est revenue. Qui décide vraiment? Qui porte la responsabilité de la sécurité? Pourquoi les coopérations sécuritaires dérapent-elles si souvent? La réponse se trouve dans les mécanismes invisibles de l'influence. Derrière les communiqués officiels, une vérité s'impose. Chaque intervention extérieure repart en laissant bien plus qu'un savoir-faire technique ou quelques équipements.
Un sillage invisible demeure, chargé d'implications profondes, sur la doctrine militaire, le fonctionnement des institutions, la gestion des ressources et la culture politique. En ce moment, le Nigeria ploie sous des menaces sécuritaires écrasantes. Le terrorisme, les conflits ethniques, les tensions intercommunautaires, la criminalité organisée, autant de défis qui mettent à rude épreuve la cohésion nationale. Des villages entiers vivent dans l'anxiété permanente. L'État tente de reprendre la main, tandis que l'instabilité ronge l'économie et la confiance politique. Face à de telles pressions, demander l'aide de grandes puissances paraît rationnel, presque inéluctable. Pourtant, ce choix n'est jamais anodin. Les interventions étrangères ne se limitent pas à des appuis techniques temporaires. Dès que des acteurs venus d'ailleurs pénètrent un pays comme le Nigeria, ils modifient la façon dont on pense, agit et décide. L'assistance, censée apporter savoir et outils, finit par dicter les règles. Rapidement, l'échange d'expertise se mue en dépendance sourde, changeant le rapport de force entre l'État et ses partenaires. Dans le Sahel, l'histoire l'a prouvé. Un soutien ponctuel s'incruste, jusqu'à façonner la structure même des forces locales et influencer chaque décision. Ce qui devait durer quelques mois s'installe pour des années. Le pays glisse, presque imperceptiblement, de l'autonomie à la tutelle déguisée. Prenons le cas du Niger. Au début des années 2010, la coopération sécuritaire avec la France et les États-Unis était saluée comme un gage de stabilité. Mais peu à peu, les priorités nationales ont été alignées sur les attentes de ses partenaires, au point de susciter, dans une partie de la société civile, un sentiment de dépossession. Ce basculement ne frappe pas d'un coup. Il s'infiltre, modifie les réflexes, forge une nouvelle normalité où l'État oublie ce qu'il peut décider seul. Laisser s'accumuler ce poids, c'est accepter que d'autres dictent l'avenir du continent, au détriment de la volonté des peuples. Ce qui se joue au Nigeria, ce n'est pas seulement la sécurité d'un pays. C'est la souveraineté des États africains, leur droit à fixer leurs priorités et à bâtir leur avenir. L'enjeu touche à la stabilité, à la crédibilité politique, à la façon dont l'Afrique sera considérée sur la scène mondiale. Si l'aide étrangère devient la règle, la liberté de choisir s'amenuise, parfois irrémédiablement. Alors, où placer la limite? Quand la coopération franchit-elle la ligne et commence-t-elle à rogner l'autonomie? Pour répondre, regardons l'exemple du Ghana dans les années 80. Soucieux de préserver son indépendance, le pays avait limité la présence étrangère à des missions temporaires, assorties de clauses strictes de redevabilité. Résultat, une capacité renforcée, mais une autonomie préservée. Cela montre qu'il existe des marges de manœuvre à condition d'oser les réclamer. L'arrivée récente de troupes américaines au Nigeria, sous couvert d'assistance technique, illustre ce basculement silencieux. Ce déploiement n'est pas un simple épisode, il redéfinit déjà les équilibres et les attentes. À quel moment l'aide extérieure devient-elle une prison dorée? Au Nigeria, cette question se fait brûlante. Derrière la promesse d'assistance, c'est le risque d'une dépendance qui s'installe, presque irréversible, qui inquiète. Confier sa sécurité à des partenaires étrangers, même avec des garanties, revient à rendre négociable sa souveraineté. Ce que l'on abandonne au nom de la stabilité est rarement restitué. Avec le temps, chaque concession grignote l'autonomie, jusqu'à réduire la marge de manœuvre nationale à peau de chagrin. On vante la coopération, mais sur le terrain, cela ressemble à une structure imposée, conçue sans véritable ancrage local ni débat public. L'assistance technique devient alors le matelas sur lequel la volonté d'autonomie s'assoupit. Les choix stratégiques se font avec un œil fixé sur l'agenda extérieur, non plus sur les besoins profonds du pays. Le Nigeria, fort de sa taille et de son influence, inaugure un précédent qui dépasse ses frontières. Ses voisins, qu'ils soient vastes ou modestes, observent et ajustent déjà leur politique sécuritaire à l'aune de cette nouvelle normalité. Ici se joue la capacité de toute une région à écrire son propre avenir, ou à glisser dans une ère de gestion sous tutelle. Année après année, externaliser la sécurité façonne les budgets, dicte les priorités nationales et reconfigure l'allocation des ressources. Le développement local, la formation nationale, l'innovation sont souvent mis en suspens,
sacrifiée sur l'autel des urgences importées. Plus l'aide s'enracine, plus elle devient le filtre obligatoire par lequel tout problème doit transiter. Le vrai danger n'est pas la perte de contrôle épisodique. C'est l'acceptation progressive d'un modèle où la dépendance devient la norme, où l'on oublie qu'il existe des alternatives. Le Sahel en porte la trace. La sécurité importée ne rend pas les clés. Elle s'installe, silencieuse, mais durable. Si la tendance se poursuit, que restera-t-il de la liberté de décision? Cette interrogation ne concerne pas seulement le Nigeria, mais toute l'Afrique et sa diaspora. Ce qui paraît aujourd'hui pragmatique pourrait, demain, redéfinir la place du continent dans le monde et son rapport à lui-même. Quel chemin reste ouvert? Faut-il céder à la fatalité ou repenser la souveraineté face aux défis sécuritaires? Les choix faits maintenant pèseront, à moyen et long terme, sur l'équilibre et la crédibilité de toute la région. Mais derrière ces choix politiques, que ressentent ceux qui vivent au quotidien cette transformation? Pour comprendre l'impact réel, il faut écouter les voix du terrain, là où la tension entre dépendance et autonomie devient palpable. Imaginons un village du nord du Nigeria, frappé par des attaques répétées de groupes armés. Les habitants voient arriver des conseillers militaires étrangers, de nouveaux équipements, des stratégies importées. À court terme, cela rassure. Mais très vite, la population se demande « Qui fixe désormais les priorités ?» Les attentes locales sont-elles entendues, ou bien dissoutes dans un agenda international? Quand une décision nationale se mue en précédent régional, qui tient la plume pour la suite? L'arrivée de troupes étrangères au Nigeria, ce géant démographique et économique, ne bouleverse pas seulement Abuja. C'est tout l'équilibre ouest-africain qui vacille. Ce qui s'impose ici finit toujours par résonner à Bamako, Accra ou Dakar. Cet ancrage extérieur déclenche un effet domino difficile à arrêter. Si la sécurité nigériane dépend désormais de l'expertise militaire américaine, que reste-t-il aux voisins pour affirmer leur autonomie? Déjà, l'on sent les premiers frémissements. Politique qui s'ajuste, débat sur la souveraineté, pression feutrée pour suivre ce nouveau modèle. Les ondes de choc traversent les flux d'investissement, les dynamiques économiques et même la façon dont le continent se raconte à lui-même et au monde. Quand l'assistance étrangère devient la norme, les solutions africaines sont reléguées au second plan, les priorités nationales réordonnées, et les institutions locales perdent de leur poids. À court terme, des investisseurs se rassurent. Mais, en filigrane, c'est la confiance en la capacité des États africains à se gérer seuls qui s'effrite. La diaspora noire non plus n'est pas épargnée. De New York à Paris, l'image de l'Afrique rejaillit sur la crédibilité de ses élites, sur les opportunités économiques et jusqu'aux débats identitaires. Quand la sécurité d'un géant africain se redessine sous le regard de puissances étrangères, la narration diasporique doit se réinventer, souvent à la hâte et sans débat public. Le danger est clair. Si l'Afrique laisse d'autres écrire les règles de sa sécurité, ses institutions nationales risquent de disparaître de la scène et ses propres réponses d'être étouffées avant d'exister. À mesure que l'assistance devient modèle, puis référence, c'est la capacité du continent à décider de son avenir qui s'amenuise, lentement mais sûrement. Mais un tel bouleversement ne se contente pas de transformer les institutions, il s'infiltre dans la vie quotidienne, dans la perception de soi et dans la confiance collective. C'est là que surgit le véritable test pour la souveraineté africaine. Existe-t-il véritablement une troisième voie entre l'isolement total et la dépendance absolue? Cette interrogation résonne avec une acuité nouvelle, alors que l'Afrique s'avance à un carrefour crucial. L'arrivée de troupes américaines au Nigeria ne relève pas d'un simple épisode technique. C'est un signal profond adressé à la souveraineté du continent. À ce tournant, il s'avère essentiel de dégager des pistes concrètes. L'enjeu, préserver l'autonomie africaine sans sacrifier le bénéfice de la coopération internationale. Se contenter de choisir l'un ou l'autre reviendrait à se priver d'une solution durable. En premier lieu, il faut réaffirmer la primauté de la coordination régionale et du rôle des institutions africaines. Ce sont elles qui peuvent bâtir une architecture sécuritaire solide, enracinée dans la solidarité et le respect des réalités locales. Un Nigeria soutenu par ses voisins et par des organismes continentaux robustes est à même de formuler ses propres priorités
et d'entraîner la région vers plus de stabilité. Prenons l'exemple de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Lorsque cette organisation s'est mobilisée pour résoudre la crise en Sierra Leone dans les années 90, elle a montré la capacité du continent à se prendre en charge, à condition de disposer des moyens nécessaires et d'une volonté politique forte. Ensuite, il ne s'agit pas de bannir toute assistance extérieure, mais de l'encadrer fermement. Cette aide doit être transparente, temporaire et assortie d'exigences strictes de redevabilité. Jamais elle ne doit se substituer à la maîtrise locale. Aux Africains de rester maîtres de leur doctrine, de choisir leurs partenaires et de définir les critères d'intervention. Des exemples existent. Le Botswana, confronté à une montée de l'insécurité dans les années 80, a accepté une coopération policière britannique, mais en fixant des limites claires, pas d'implantation permanente, transfert de compétences et obligation de rendre des comptes à l'Assemblée nationale. Ce modèle a permis de renforcer la sécurité sans renoncer à la souveraineté. Il en découle que la propriété des choix sécuritaires doit demeurer africaine. Ni doctrine, ni stratégie, ni modèle ne sauraient être importés sans adaptation. Les solutions efficaces sont celles qui naissent d'une réflexion collective, fidèle aux dynamiques propres au continent. Leur force vient de la confiance et de la légitimité, pas de la simple imitation de schémas extérieurs. Mais la souveraineté ne se décide pas seulement dans les palais ou les états-majors. Elle se construit aussi dans la conscience collective, particulièrement au sein de la diaspora. Les Africains établis en Amérique, dans les Caraïbes, en Europe et ailleurs, jouent un rôle déterminant. Ils influencent le récit, alertent sur les dérives et contribuent à façonner la perception globale de l'Afrique. Leur capacité à mobiliser l'opinion pèse bien davantage qu'on ne l'imagine. Des campagnes de sensibilisation, des débats publics, des tribunes dans la presse internationale. Autant de leviers à utiliser pour rappeler l'importance de l'autonomie et éviter que les choix stratégiques du continent ne soient confisqués par d'autres. Le vrai danger, aujourd'hui, serait de céder à la facilité des solutions toutes faites ou des modèles importés. Accepter cela, c'est renoncer à définir l'indépendance africaine sur ses propres termes et laisser d'autres en tracer les contours. L'histoire a prouvé combien l'équilibre est fragile. Chaque compromis, même discret, finit par affaiblir la capacité des États à décider pour eux-mêmes et à bâtir une souveraineté durable. Il existe des stratégies concrètes pour renforcer l'autonomie face à l'assistance étrangère. Premièrement, investir massivement dans la formation militaire nationale, en valorisant les savoirs locaux et l'expérience des anciens. Deuxièmement, créer des mécanismes de contrôle citoyen sur les accords de défense, en impliquant la société civile et les parlements dans la supervision de toute coopération. Troisièmement, miser sur la mutualisation régionale des ressources, à travers des forces conjointes comme la force multinationale mixte du bassin du lac Tchad, qui a déjà prouvé son efficacité contre Boko Haram. Reste à savoir si les acteurs africains sauront saisir ce moment charnière pour transformer l'essai. Car le choix posé aujourd'hui pèsera sur plusieurs générations. Ce moment n'est pas une conclusion, mais le début d'une interrogation profonde. L'arrivée de troupes américaines au Nigeria, même sous couvert d'assistance technique, marque un tournant discret mais lourd de conséquences pour l'Afrique, sa diaspora et, au-delà, l'équilibre mondial. Ce geste dépasse les frontières nigérianes. Il touche l'Ouest africain, le Sahel, et fait écho jusqu'aux communautés afro-descendantes, dispersées sur tous les continents. Il serait tentant de réagir par la peur ou le rejet pur. Pourtant, l'enjeu exige une vigilance active. Il s'agit d'interroger chaque choix, d'analyser la direction donnée et les précédents créés. Ce n'est pas tant l'intervention en soi qui compte, mais la dynamique qu'elle enclenche et la transformation insidieuse des repères de souveraineté africaine. Ignorer ce moment, c'est risquer d'installer un modèle qui pèsera sur plusieurs générations. L'histoire abonde en exemples où la normalisation d'une présence extérieure, même légère au départ, a lentement déplacé le centre de gravité des décisions nationales. Ce qui commence comme une aide ponctuelle reformule à long terme la façon dont les États envisagent leur sécurité, leur autonomie et leur capacité à affronter seuls leurs défis. La vraie question est celle de la responsabilité collective.
Comment garantir que l'assistance extérieure serve à renforcer la capacité d'action et non à ancrer une dépendance durable? Comment préserver le droit, pour les sociétés africaines, de concevoir leurs propres réponses, de choisir ce qu'elles partagent et ce qu'elles préservent jalousement? Pour le Nigeria, la tentation d'une solution rapide face à une menace réelle est compréhensible. Mais l'enjeu, c'est la possibilité, pour lui et ses voisins, de rester maîtres de leur destin. La souveraineté ne se perd jamais d'un seul coup. Elle s'érode, décision après décision, chaque fois que la vigilance collective faiblit. Ce message concerne aussi la diaspora. Chaque choix structurant pris sur le continent façonne l'image et le respect accordés à l'Afrique partout dans le monde. Ce sont ces arrangements discrets qui, sur la durée, déterminent la façon dont les institutions internationales, les investisseurs et l'opinion mondiale considèrent l'Afrique et ses peuples. Le débat ne porte pas sur l'utilité immédiate de l'assistance. Il s'agit de savoir si elle s'inscrit dans une relation vraiment équilibrée, temporaire, transparente, où l'Afrique conserve l'initiative sur le temps long. Nos décisions d'aujourd'hui dessinent les marges d'action de demain. Restons donc lucides. L'enjeu n'est pas l'arrivée d'un contingent, mais la capacité de la société civile, des institutions et de la diaspora à débattre, questionner, exiger que chaque choix soit posé en pleine conscience, sans inertie ni précipitation. Car l'indépendance véritable se cultive dans la vigilance quotidienne, bien plus qu'à travers une réaction ponctuelle. Ce n'est pas une conclusion, mais une invitation. Une invitation à l'attention, au refus des réflexes automatiques, à la remise en perspective constante, pour que l'Afrique et ses enfants, partout, demeurent les auteurs de leur propre histoire. À cette seule condition, les défis d'aujourd'hui ne deviendront pas les chaînes de demain. En somme, la question initiale, une petite équipe, peut-elle vraiment rester anodine? Appelle une réponse nuancée, nourrie par l'expérience, la vigilance et la responsabilité collective. L'histoire du continent africain, faite de lutte pour l'autonomie, nous enseigne que rien n'est jamais tout à fait neutre, ni tout à fait inéluctable. À nous d'écrire la suite, ensemble, avec lucidité